Vous avez donc accepté de participer à une séance de thérapie économique de groupe. La séance sera filmée puisque l'idée est de mettre la vidéo sur Internet, mais le public ne sera évidemment filmé à aucun moment, si bien qu'il n'y a pas de problème de droit à l'image. Je vais essayer d'être assez rapide dans le propos liminaire. Je vise entre une demi-heure et 3/4 d'heure, de façon à ce que l'aspect thérapie de groupe soit intégré, à ce que vous puissiez poser un certain nombre de questions et que nous puissions débattre ensemble. D'abord du diagnostic, l'état économique de notre société ou de nos sociétés soi-disant développées, et ensuite des propositions de remèdes que je serai amené à formuler. Donc, en préambule, je tiens tout d'abord à préciser que les propos qui vont être tenus ce soir n'engagent en aucune façon l'association Lélia et son bureau ou sa présidente. Ils n'engagent que moi et en aucun cas la responsabilité de l'association ne pourra être recherchée par rapport à ce qui aura été dit ce soir. Deuxième point, ces propos constituent une synthèse de mes travaux et réflexions personnelles, tels qu'ils apparaissent notamment sur un blog que j'ai ouvert en 2008 sur lemonde.fr et dans un certain nombre de publications et d'essais, dont le dernier, intitulé « Bref essai de thérapie économique de groupe », donc en phase avec le thème de ce soir, a été publié en octobre 2014 aux éditions Le Pré du Plein. L'éditrice fait partie des gens attendus ce soir, mais je crois qu'il y a des problèmes de circulation. Et enfin, surtout, je tiens à dédier cette causerie à la mémoire de Bernard Maris, qui est le dernier des économistes non conformistes connus et qui a été victime avec ses amis, avec nos amis de Charlie Hebdo, des assassinats du 7 janvier 2015. C'est d'autant plus regrettable que bon, c'était un personnage exceptionnel, mais après sa disparition, il ne nous reste que quelques économistes atterrés, Frédéric Lordon et ses amis, et toute une cohorte, toute une kyrielle d'économistes ravis, au sens ravis de la crèche. Je ne nommerai personne, mais vous reconnaîtrez les économistes chroniqueurs de vos journaux télévisés préférés. Donc une première citation de Bernard Maris pour commencer, elle apparaîtra en vers comme toutes celles, et elles seront nombreuses ce soir, toutes ces citations. À l'économiste inconnu, mort pour la guerre économique, qui toute sa vie expliqua magnifiquement le lendemain pourquoi il s'était trompé la veille, à tous ceux, bien vivants, qui savourent le mot gratuité. Donc très rapidement le plan de cette causerie, un constat et un présupposé de départ, une présentation d'une vision classique de l'économie telle qu'elle fonctionnait dans les 30 Glorieuses, aux environs des années 70, une présentation de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué, surtout si on intègre l'aspect irréversiblement mondialisé de notre fonctionnement économique. Donc ça, c'est la partie diagnostique. Et puis sur les remèdes, que peut-on faire? Sur le plan individuel, Bernard Maris rejoint Emmanuel Kant, excusez du peu, et nous suggère une ligne de conduite qui me paraît relativement cohérente. Et sur le plan collectif, c'est un peu plus compliqué. Je crois savoir à peu près ce qu'il ne faut pas faire. Pour ce qu'on pourrait ou ce qu'on devrait faire, j'ai quelques suggestions dont nous débattrons, sachant que ce sont des sujets qu'il est très difficile d'aborder. En une conversation, Bernard Maris me disait que le problème quand on crie au loup, c'est que tant que le loup n'est pas apparu, on passe pour un alarmiste injustifié, et puis quand il arrive, c'est de notre faute. Donc, aborder ce genre de questions n'est jamais neutre et souvent difficile, tel que fonctionne notre société actuellement. Donc le constat et le présupposé de départ, eh bien le constat c'est que, excusez-moi, mais l'économie et nos sociétés vont mal. Une citation d'oncle Bernard, « La hausse des inégalités est tellement fantastique que le PIB mondial augmente alors même qu'il y a de plus en plus de pauvres. Le nombre absolu de pauvres dans les pays riches grandit d'une manière tout aussi inquiétante. La voilà la surprise du siècle. La paupérisation absolue augmente. »
Il a d'ailleurs été repris d'une certaine façon par Thomas Piketty dans son pavé de 949 pages, Le Capital au XXIe siècle, qui se termine et à mon avis se résume par cette phrase: le refus de compter fait rarement le jeu des plus pauvres. Avec cette phrase, vous avez pratiquement l'intégralité du contenu du Capital du XXIe siècle, à quelques détails près. Pour mémoire, plus de 50% de la population mondiale vit avec moins de 2,5 € par jour. Une autre citation de Bernard Maris: les libéraux sont des adeptes du darwinisme social, de l'élimination des faibles par la bienveillante sélection naturelle. Après ce constat imprésupposé, l'argent constitue le sang de notre vie économique et sociale. Ce postulat, développé notamment par Léon Bloy au début du XXe siècle, n'est qu'une comparaison, mais elle nous fait bien comprendre que chaque cellule du corps social a besoin d'un minimum de ce fluide vital, un minimum d'argent pour vivre en harmonie avec ses voisines, et incidemment que les cellules du corps social, entreprises ou individus qui ont trop de fluide vital, qui ont trop d'argent, sont paradoxalement en assez mauvaise santé et constituent d'une certaine façon des caillots dans notre organisation économique et sociale. Je prends l'exemple d'Apple qui a un cash flow inutilisé de 137 milliards de dollars actuellement et dont les analystes financiers disent que ce trésor de guerre lui procure un tel confort que ça va diminuer sa compétitivité et qu'il aurait peut-être eu meilleur compte de fabriquer ses iPhones ou ses iPads dans d'autres conditions sociales et environnementales plutôt que d'accumuler cette masse d'argent qui finit par lui poser problème. Alors, une vision classique de l'économie, encore une fois telle qu'elle fonctionnait jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, avec des entreprises et des particuliers qui échangent entre eux des biens et des services. Les flux marchands figurent en bleu. Les excédents de valeur, donc les créations de valeur, ce sont ces petites flèches courbes en gris. Les excédents de valeur servent à payer l'impôt aux collectivités locales et aux États-nations, tandis qu'une assez grande partie est localisée dans les banques de dépôt, lesquelles banques de dépôt ont depuis les années 70 le pouvoir de créer de l'argent. Ce pouvoir n'appartient plus aux États et donc elles prêtent dans des conditions dont nous reparlerons, cet argent aux États, ce qui leur permet de boucler leur budget lorsque, et ça arrive, les prélèvements fiscaux sont insuffisants. Alors, en fait, ce qui s'est passé dans les années 70, c'est que les banquiers ont dit aux gouvernants, bon, vous avez un gros défaut, c'est que vous êtes élus, et donc si c'est vous qui créez la monnaie, à la veille de chaque élection, vous allez en créer beaucoup trop pour être bien vu de vos électeurs et vous faire réélire. C'est pas raisonnable. Ça va créer de l'inflation, ça va créer une masse monétaire incontrôlée. Donc, confiez-nous à nous banquiers qui ne sommes pas élus le soin de créer de la monnaie et de vous prêter l'excédent. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Le problème, c'est que les gouvernants ont accepté. En fait, la situation est beaucoup plus compliquée puisque les banques de dépôt qui se contentaient de garder l'argent des épargnants et d'en prêter l'excédent aux États pour leur permettre de boucler leur budget, eh bien transfèrent cet argent aux banques d'affaires qui elles-mêmes créent énormément de valeur dans des conditions dont on verra qu'elles sont parfois plus ou moins contestables, et c'est cet argent qui est prêté aux États ou qui est plutôt réfugié dans les dettes souveraines. C'est pour ça que vous voyez apparaître les États-nations en rouge foncé, les collectivités locales également en rouge, la couleur de chacun des carrés représentant sa situation patrimoniale et les flèches représentant les flux. Alors cette modélisation n'est pas parfaite, mais les ordres de grandeur et les couleurs sont malheureusement assez proches de la réalité. Et on voit qu'on a en fait une économie qui fonctionne autour de 4 univers interdépendants. L'univers de l'économie réelle, où vous avez les entreprises et les particuliers qui échangent entre eux des salaires et des biens et services, et dont les excédents servent à payer les impôts et à fabriquer de l'épargne, laquelle épargne par le privilège de démembrement
est délocalisé par les banques de dépôt vers les banques d'affaires, où là, il y a des créations de valeur extrêmement importantes. Donc, pour faire la distinction entre ces quatre univers, en fait, c'est relativement simple. L'économie réelle, entreprise particulier, vous ne pouvez débiter un compte que si et seulement si, vous ne pouvez créditer un compte que si et seulement si vous en débitez un autre, avec, si possible, le consentement du titulaire du compte débité. Sinon, c'est du vol ou de l'escroquerie et vous risquez d'avoir des ennuis. Donc ça, c'est un fonctionnement classique auquel on est habitué. L'univers État-nation, collectivité locale, ah ben là, vous ne pouvez plus créer de valeur, parce qu'on a dit que le public était suspect, pas efficace, et donc tous les économistes ravis vous expliqueront qu'il faut de moins en moins d'État et de plus en plus de privés, et que la création de valeur ne peut plus se faire dans le secteur public, qui a d'ailleurs pas cédé au privé dans des conditions cession des bijoux de famille, les réseaux ferrés, les autoroutes et bientôt les aéroports et l'ensemble des infrastructures. Donc le secteur public n'a que la fiscalité et l'emprunt pour vivre, et cet emprunt, on lui dit attention, surtout pas trop, parce qu'au-delà de 3%, vous risquez de fragiliser les garanties. Ensuite, il y a le secteur banque de dépôt, où là, vous pouvez créditer un compte. Si vous faites le pari que son titulaire vous remboursera dans les délais convenus plus les intérêts. Et vous avez le secteur banque d'affaires, où là, tout est permis. Vous pouvez créer de la valeur autant qu'un curé peut en bénir, en fabriquant des produits dérivés, en faisant des FUSAC, des activités de fusion-acquisition, ou encore en faisant du THF, c'est-à-dire du trading haute fréquence, où vous prélevez une toute petite fraction de toutes les transactions à une vitesse tellement élevée que plus personne ne peut suivre ce qui se passe. La citation de Bernard Maris qui coiffe cette explication, elle est très importante, c'est peut-être l'une de ses plus connues. L'économie est un gâteau, la question est de savoir qui tient le couteau. Et bien évidemment, ce ne sont plus les dirigeants des États-nations ou des collectivités locales pour qui nous votons consciencieusement régulièrement qui tiennent le couteau, mais les banquiers d'affaires. Et c'est là que nous sommes ensemble devant un problème à ce point important qu'il justifie une séance de thérapie économique de groupe comme celle de ce soir, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit à elle seule suffisante pour résoudre le problème. Alors, quand je dis que c'est plus compliqué, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais oublié de faire figurer l'économie dissimulée, que vous avez ici, l'économie mafieuse et l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire, ça c'est quelque chose de très constructif, qui a l'avantage de ne pas interférer ou d'interférer très peu avec les banques de dépôt, donc avec les banques d'affaires, donc avec les dettes souveraines. On verra que lorsque vous confiez votre épargne aux banques de dépôt, par le privilège du démembrement, cette épargne est transférée dans les banques d'affaires et du coup, elle sert à alimenter les produits dérivés, les warrants, les swaps et ainsi de suite. Donc, vous prenez un risque relativement important. Vous auriez meilleur compte de confier votre épargne à l'économie sociale et solidaire qui, elle, vous protège des turpitudes des banquiers d'affaires et en plus a un impact socialement et écologiquement globalement positif jusqu'à preuve du contraire. L'économie dissimulée, ben c'est trop d'impôts tue l'impôt et effectivement à partir du moment où il y a une fiscalité importante parce que les États doivent boucler leur budget quoi qu'il arrive et doivent accomplir leurs tâches régaliennes, on a des flux parasites qui vont vers l'économie dissimulée et puis l'économie mafieuse. Eh bien, statistiquement, il faut la prendre en compte puisqu'elle est relativement importante. D'ailleurs, si la sphère de l'économie, qui représente l'économie mafieuse, interfère avec le rectangle des banques d'affaires, c'est pas par hasard. Vous savez peut-être qu'à l'occasion de la crise de 2008, toutes les banques du monde ont été en difficulté. Les grosses banques ont été recapitalisées par les États qui étaient quasiment obligés de le faire parce qu'elles détenaient l'épargne des particuliers, la mienne, la vôtre et celle des entreprises. Les banques petites et moyennes, notamment celles d'Amérique centrale, n'ont pas été recapitalisées par les États, mais par les organisations mafieuses.
qui en ont profité pour en prendre le contrôle, et c'est comme ça que l'économie mafieuse a un accès direct aux chambres de compensation et n'a plus de problème de blanchiment d'argent, puisque tout ça se passe en famille. Voilà pour cette diapo, on pourra y revenir si vous voulez. Et donc c'est d'autant plus compliqué qu'il faut prendre en compte la mondialisation des échanges. Chacun de ces rectangles, c'est un pays. J'aurais dû en faire figurer donc 191 ou 192, qui fonctionnent tous à peu près sur le même schéma et qui sont tous coiffés par le secteur banque d'affaires avec l'interférence économie mafieuse. Et puis il faut évidemment rajouter l'économie numérique, déterritorialisée de naissance, qui crée énormément de valeur et qui, comme elle n'est affectée à aucun pays, paye très très peu d'impôts. Je n'ai même pas pris la peine de représenter la flèche orange représentant la contribution fiscale de l'économie numérique, parce qu'elle serait tellement faible qu'elle n'apparaîtrait pas sur le schéma à cette échelle. La citation, donc le Bernard, le capitalisme organise la rareté, le besoin et la frustration, les générations passent, s'enrichissent, accumulent les objets et les déchets, mais leur frustration, leur peur de l'avenir et du manque ne paraît pas diminuer. À rapprocher avec ce que disait Thomas More, c'est la peur de manquer qui rend avide et stupide et cupide. Alors cette mondialisation pousse les détenteurs d'argent virtuel à s'efforcer de le transmuter en créances réputées solvables et en le localisant dans les dettes souveraines. Vous avez une photo qui a été prise avant-hier par Chloé Consigny, ici présente, à l'occasion de la conférence de presse de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France. Alors l'effet cataclysmique des courbes qui s'effondrent et qui visent la tête du pauvre gouverneur qui n'en peut mais est dû au talent de la photographe, mais ça traduit quand même une vraie réalité, c'est-à-dire que ces taux qui s'effondrent font qu'aujourd'hui, les hedge funds ou un certain nombre de fonds de placement placent de l'argent dans les dettes souveraines à des taux négatifs, c'est-à-dire ils échangent des remboursements inférieurs à la somme qu'ils mettent. Alors, des gens comme Henri Regnault, qui est un professeur d'économie à l'université de Pau, explique ça assez bien. En fait, ils sont obligés de le faire parce que dans les petites lignes des contrats d'assurance vie qu'ils vous ont vendus, ils ont l'obligation d'avoir un certain nombre de dettes souveraines de pays classés AA ou AA. Et donc, comme ils sont obligés d'avoir cette part-là, forcément, ils se bousculent pour prêter à des taux, y compris négatifs, aux États, puisque c'est au moins une partie qui est sécurisée. Mais alors, ça veut dire que la rémunération de vos assurances-vie ou de votre épargne va diminuer. Pas pour l'instant, puisque comme ils peuvent créer autant de produits dérivés qu'un curé peut en bénir et qu'ils ne s'en privent pas, ils compensent le manque à gagner réel et incontestable des prêts dettes souveraines par des résultats autoproclamés et absolument pas vérifiés de la partie assurance, de la partie produits dérivés, économie virtuelle, de ce qu'ils vous ont proposé. Alors, que faire dans cette situation ? Eh bien, moi, je serais tenté de suggérer de reprendre les travaux des physiocrates, François Quesnay et les autres, à l'endroit où on les a laissés, c'est-à-dire à ce qui se passait en 1958. En fait, on a beaucoup retenu des leçons du siècle des Lumières sur les droits de l'homme, sur la liberté de conscience, sur la liberté de s'exprimer. Mais pour ce qui concerne l'économie, on a complètement zappé, on a laissé ça en jachère, et il serait plus que temps de reprendre, par exemple, le tableau économique de François Quesnay, qui ressemble au diagramme que je vous ai montré, mais simplement, à l'époque, c'était l'agriculture qui était l'activité dominante. Et ça pourrait d'ailleurs être un chantier international où différentes équipes universitaires, auxquelles différentes équipes universitaires pourraient s'attacher. Nous avons techniquement les moyens de construire des modèles informatiques qui seraient capables de faire fonctionner les schémas que je vous ai montrés tout à l'heure
et de prévoir quelles seraient les conséquences d'une éventuelle augmentation d'un taux de TVA ou d'un taux de prélèvement dans tel ou tel pays, et ceci d'une façon beaucoup plus efficace que ne le fait par exemple le fameux logiciel Mésange utilisé par Bercy, qui est basé sur une modélisation à ce point succincte qu'elle ne peut pas être plus efficace que des prévisions genre carte de tarot. Donc au plan individuel, nous pouvons évidemment suivre les conseils de Bernard Maris, qui sont d'ailleurs qui ressemblent à ceux d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant nous disait « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en principe universel ». Bernard Maris surenchérit en disant « La morale ne concerne pas le capitalisme, mais chacun d'entre nous, quand nous nous observons le matin devant le miroir, de nous demander « Ai-je agi de telle manière que mon action puisse être généralisée, donnée comme maxime universelle ? Plus simplement, puis-je me regarder sans rougir ?» Et ce que j'essaye de démontrer dans mes différents ouvrages, c'est que la bonne stratégie, à titre personnel, consiste à privilégier les flux par rapport au stock, en ce qui concerne l'argent sans de la vie sociale, et à cesser de confier aux banques les munitions avec lesquelles ils créent les armes de destruction massive qui menacent l'ensemble de l'économie. Par exemple, cesser de cotiser au régime d'assurance vie obligatoire et d'une façon totalement débile défiscalisée, et en fait, assurez-vous de vivre en vous abstenant de vous assurer sur la vie. Ça me paraît être une première démarche, j'allais dire, de bon sens. Ensuite, au plan collectif, je crois qu'on sait à peu près ce qu'il ne faut pas faire. On peut éliminer un certain nombre de fausses bonnes idées. La première fausse bonne idée, paradoxalement, c'est la taxe Tobin. C'était une excellente idée à l'époque où James Tobin l'a émise en 1972. Mais 1972, en matière d'économie, c'était la préhistoire. Les transactions se faisaient à la main, par téléphone, les ordinateurs étaient peu nombreux, tout cela était traçable. Et si on avait, à cette époque-là, instauré une taxe Tobin, on se serait probablement mis à l'abri de la turpitude des milieux de banque d'affaires, et on aurait évité de se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'époque du trading haute fréquence, où les transactions se font à la microseconde, et où plus de 90% des ordres sont annulés. Et donc, les politiques qui vous proposent aujourd'hui de mettre en place une taxe Tobin, soit sont complètement naïfs, soit sont de mauvaise foi, parce que ça reviendrait, si je fais la comparaison avec la circulation automobile, à dire, tiens, il y a des problèmes d'accident de la circulation, on va faire précéder chaque véhicule motorisé d'un piéton qui agite un drapeau, comme ça, ça va faire ralentir, ça va attirer l'attention, et effectivement, en faisant ça, on comprend qu'on va diminuer, voire annuler le nombre d'accidents de la circulation, mais on comprend aussi que c'est techniquement irréalisable compte tenu de ce qu'est aujourd'hui la circulation urbaine. Donc, la taxe Tobin était une très bonne idée quand elle a été émise, mais aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Il faut évidemment trouver autre chose. Alors, c'est un peu paradoxal de dire ça, puisque Bernard Maris, à qui je dédie cette causerie, est l'un des fondateurs d'Attaque en France, et il en a été le prosélyte jusqu'à assez récemment, mais il a fini par dire qu'effectivement, bon, il fallait maintenant trouver autre chose. Deuxième fausse bonne idée, taxer les revenus du capital comme ceux du travail, ça reviendrait en fait à détruire le peu d'économie réelle qui nous reste, et on verra qu'il y a effectivement des aménagements fiscaux à trouver, mais absolument pas dans cet axe-là. Citation d'oncle Bernard, « Le capitalisme est comme un chevreuil, il s'enfuit au moindre bruit », disait Karl Marx. Donc c'est Bernard Maris citant Karl Marx qui dit, oui, le capitalisme, il faut quand même faire attention à ne pas faire fuir les capitaux parce qu'ils ont une propension à se décoloniser extrêmement rapidement. Autre fausse bonne idée, traiter la finance comme une ennemie. Là encore, c'est beaucoup trop tard, c'est elle qui tient les kalachnikovs ou, pour reprendre la citation de Bernard Maris, c'est elle qui tient les couteaux. Donc il vaut mieux s'efforcer de la convaincre qu'elle a intérêt à accepter l'abolition de ses privilèges et œuvrer à la réinsertion des délinquants financiers. D'ailleurs, il n'y a pas assez de place dans les prisons, notamment en quartier VIP, donc on n'a pas le choix. Il faut effectivement réintégrer cette matière grise,
Par contre, là où il faut être très attentif, c'est au niveau de la concurrence déloyale qu'exerce le secteur banque-assurance sur le marché du travail. La formation de nos ingénieurs nous coûte cher et à force d'être captés à sortir de l'école par le milieu banque-assurance qui leur propose des niveaux de salaire sans comparaison avec ce que peut leur proposer l'industrie, on finit par avoir de graves problèmes, on est incapable de renouveler nos TGV et surtout on n'arrive pas à terminer les réacteurs nucléaires de dernière génération, les EPR, et on a des gros problèmes de succession des concepteurs et des pilotes des 58 réacteurs nucléaires qui sont sur le sol français, qui ont fait un sans faute jusqu'à présent, mais leurs concepteurs partent à la retraite sans que la matière grise qui était censée les remplacer n'ait pu prendre le relais. Et ça me paraît relativement inquiétant. Donc là, il faudrait bien trouver le moyen de cesser de mettre fin à cette concurrence déloyale. Autre fausse bonne idée, séparer les banques de dépôt des banques d'affaires, le retour au Glass-Steagall Act. Malheureusement, depuis 1999, depuis que les États-Unis ont abandonné cette très bonne idée, ça paraît irréversible. Se passer des banques, oui, ça paraissait séduisant, mais c'est techniquement extrêmement délicat, voire impossible. Certes, la récente loi Macron ouvre une brèche dans le monopole, c'est-à-dire que le gouvernement, tout se passe comme si le gouvernement avait pris en compte la volonté des banques de ne plus s'impliquer ou de ne plus financer l'économie réelle parce qu'elle gagne trop facilement et trop vite de l'argent dans l'économie virtuelle. Et donc, il a ouvert la possibilité d'échanges non intermédiaires entre les entreprises. En d'autres termes, en plus du crédit interentreprise, on ajoute la possibilité d'entreprises de se financer entre elles en se passant carrément des banques. D'un autre côté, on voit apparaître les plateformes de prêt d'honneur sur Internet. La plus exemplaire a été fondée par un Français en Californie et elle est déjà valorisée à plus de 1,5 milliard de dollars. Ça prouve qu'on peut faire mieux et plus efficace que les banques, c'est évident. Enfin, on peut penser aux monnaies locales qui sont un peu comme les langues régionales. Ça n'enlève rien à ceux qui ne la pratiquent pas, mais ça apporte beaucoup à ceux qui la pratiquent. Puis ça pourrait être une sécurité en cas de clash majeur type 1929. On sera bien content d'avoir quelque chose pour s'échanger des fruits et des légumes si nos euros et nos dollars ne valaient plus rien parce que le système monétaire se serait effondré. Autre fausse bonne idée, abaisser le coût du travail. Pour voir si une idée est bonne, il faut la pousser à la limite. Donc jusqu'où? Jusqu'à l'esclavage, pourquoi pas. Et puis si on continue à baisser le coût du travail, qui consomme si les salaires continuent à se raréfier et à baisser? Alors une autre fausse bonne idée, une des plus belles, travailler plus pour gagner plus. Ça paraît intellectuellement séduisant, mais si on y réfléchit, d'abord, voilà ce que répond Bernard Maris. Non seulement les adversaires de la croissance ne sont pas les ennemis du développement, mais ils sont sans doute les meilleurs défenseurs de la civilisation, l'autre nom du développement. Ou encore, mais faisons un rêve, lorsque l'économie et les économistes auront disparu, ou du moins auront rejoint l'arrière-plan, auront aussi disparu le travail sans fin, la servitude volontaire et l'exploitation des humains. Régneront alors l'art, le temps choisi, la liberté. Qui rêvait ainsi? Keynes, le plus grand des économistes. Alors toujours sur travailler plus pour gagner plus, voilà ce que ça donnerait dans notre fonctionnement économique actuel. Dans l'angoisse du lendemain, tout l'argent en surplus qui n'est pas confisqué par les impôts ou qui n'est pas récupéré par les impôts est confié aux banques de dépôt, lesquelles le confient aux banques d'affaires, qui appliquent leur coefficient multiplicateur création de valeur virtuelle et qui réfugient la plus grande partie dans les dettes souveraines, si bien que la case État-nation devient rouge de plus en plus foncé et qu'il faudrait faire ce graphique en 3 dimensions pour le prolonger dans le temps. On a à peu près dans ce carré ici l'équivalent de 40 années de PIB de la planète dont on essaye de réfugier une partie dans les dettes souveraines, donc il faudrait pouvoir représenter l'engagement des générations futures à rembourser cette dette dans la profondeur, mais là, je n'ai pas réussi à faire le graphique.
Mais donc on voit ces flèches, ces deux flèches rouges qui partent des entreprises et qui partent des particuliers, passant par le circuit bancaire, qui vont amplifier le problème commun que nous posent les dettes souveraines. Alors par contre, on sait ce qu'il faudrait faire. Il y a une mesure qui est évidente et qui n'a pour l'instant pas été contredite, même si on en parle très peu, c'est transformer cette flèche bleue. Ce schéma-là, c'est l'état actuel de l'économie, ce schéma-là, c'est ce qu'il pourrait être dans chaque pays, en flèche orange, c'est-à-dire fiscaliser les créations de valeur de l'économie virtuelle. Aujourd'hui, tout le monde paye la TVA, sauf les médecins, mais c'est mutualisé, donc ça se comprend, et ça se justifie, puisque le budget de la sécurité sociale est mutualisé, et donc sauf les médecins, et le secteur banque-assurance. Cette exonération de la TVA, ils l'ont obtenue dans les années 70 en l'échangeant contre la taxe sur les salaires. Et à l'époque, le deal était relativement efficace puisqu'il y avait peu d'ordinateurs, il n'y avait pas de distributeurs de billets, donc la masse salariale du secteur était importante. Et puis, il y avait surtout très peu d'activités de banque d'affaires. Aujourd'hui, la masse salariale a relativement diminué. Le produit net bancaire a été multiplié par des coefficients astronomiques. Et pour autant, on continue à dire qu'il est justifié que l'exonération de TVA soit compensée par la taxe sur le salaire. Donc une mesure immédiate, ce serait de dire, messieurs les banquiers, vous prétendez créer énormément de valeur, aucun problème, on vous croit, payez simplement sur ces valeurs que vous créez ou prétendez créer la même taxe que le plombier du coin, que l'imprimeur ou que les autres acteurs de notre vie économique et sociale. Et cette réforme relativement simple aurait le mérite d'abord de résorber assez rapidement la dette souveraine des États, donc de faire passer de rouge foncé à un rouge clair puis en vert la situation patrimoniale des États. Je vous rappelle que nous devons, que chaque Français, enfant compris, doit 30 000 € au titre de remboursement de la dette souveraine. Donc pour fixer les ordres de grandeur, quand on sait que les trois principaux créanciers de l'État français sont la Grande-Bretagne, le Luxembourg et les îles Caïmans, on peut considérer que sur ces 30 000 €, chacun d'entre nous, on doit 15 000 à des spéculateurs, on doit 9 000 à des fraudeurs fiscaux et on doit 6 000 à des mafieux. C'est en gros, c'est un peu exagéré, mais c'est en gros le paysage des dettes souveraines telles qu'elles sont actuellement. Donc pour diminuer ces dettes souveraines, transformer cette obligation d'emprunt à laquelle nos États, nos finances publiques doivent leur survie en une contribution sur la valeur ajoutée me paraît une mesure de bon sens qui mériterait au moins d'entrer dans le débat national. D'autant que si on veut réellement voir ce qu'est la situation de l'économie mondiale, le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure avec ici 4 pays, mais il faudrait en représenter 192, et l'économie numérique, c'est comme ça qu'il se présente, c'est-à-dire que dans l'activité banque d'affaires, j'ai une très grande majorité de produits toxiques. Léon Blois disait que l'argent était le sang de la vie sociale. Je rajoute depuis mon premier bouquin économique, et s'il suffisait, que les produits dérivés en sont le cholestérol. Le cholestérol, c'est ce produit toxique que vous voyez ici. Le problème, c'est qu'il y a une toute petite partie de bon cholestérol, les produits dérivés adossés à des sous-jacents identifiés et non échus, et que l'existence de ce bon cholestérol qui sert l'économie réelle est mise à profit par les banquiers d'affaires pour masquer la dangerosité et la toxicité des produits dérivés qui font la plus grande partie des augmentations de valeur, des créations de valeur qui sont ici. Et c'est pour ça, c'est en ce sens qu'une taxation à la valeur ajoutée des produits dérivés permettrait non seulement de renflouer les États et donc d'alléger la pression fiscale qu'ils sont obligés d'exercer sur chacun d'entre nous, mais de protéger nos amis banquiers contre leur propre turpitude, ce qui serait un progrès important par rapport à la situation actuelle. La citation donc le Bernard, « Le capitalisme canalise les frustrations des hommes, les empile comme il accumule le capital,
et fait gonfler des bulles qui finissent par crever comme des bombes. Et là, il fait allusion à la crise de 1929. On n'est pas passé loin de ce modèle en 2008, et il semblerait que les conditions d'une nouvelle crise de type 1929 soient quasiment réunies actuellement. Et donc, au-delà de cette nécessaire, indispensable et urgente instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée des créations ou prétentions de se faire de valeur de l'économie réelle, on peut aussi voir ce qu'on pourrait faire de plus. Et là, il faut aller dans le domaine de ce que j'appelle l'utopie réaliste. Bon, l'utopie réaliste, c'est un oxymoron, comme le développement durable, hein, mais c'est pas si loin que ça, c'est pas si inaccessible. C'est le livre 1 de Thomas More par rapport au livre 2 où il répond à son ami Erasme qui venait de lui envoyer l'éloge de la folie, et il lui dit « je peux aller encore plus loin que toi ». Donc le fait qu'il se lâche dans le tome 2, enfin dans le livre 2, nous a fait regarder avec ironie le livre 1, mais dans le livre 1, il dit des choses très sérieuses, donc c'est de ce côté-là qu'il faut à mon avis regarder. Donc en fait, on se trouve en face d'un énorme stock de produits toxiques qui est ici et qui représente plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années du PIB de la planète. Eh bien, là, je réagis en ingénieur. Pour détruire un stock de produits toxiques, il n'y a pas différentes solutions. Il faut soit l'incinérer, en prenant un peu de précaution sur le traitement des fumées et des cendres, soit le diluer. D'accord ? Donc, pour l'incinérer, il y a des solutions, là encore, relativement simples, dont on ne parle pas, mais qui sont accessibles. C'est l'abandon croisé des dettes intra-européennes. La bonne nouvelle, c'est que dans l'immense masse de dettes souveraines portées par les pays européens, il y en a 70% qui est une dette domestique, c'est-à-dire qui est détenue par d'autres Européens. Alors évidemment, ce n'est pas si simple. On ne peut pas compenser la dette de la France à l'Italie par la dette de l'Italie à la France, parce que ce sont les banques, fonds communs de placement, caisses de retraite italiennes qui ont prêté à l'État français, et l'État italien a emprunté aux banques, caisses de retraite et fonds de pension français. Mais en faisant une péréquation et en compensant les différentiels de taux, on pourrait, avec un peu de bonne volonté et un peu de pragmatisme, annuler ces dettes entre cousins, et donc donner, sans faire une destruction monétaire ou en maîtrisant la destruction monétaire induite, un énorme ballon d'oxygène à l'ensemble des économies européennes. Quand on est devant des produits toxiques, on peut aussi les diluer. Là, ça serait un peu long, on en parlera dans la discussion, mais pour ce que je vous expose les modalités, mais moi je préconise un fonds mondial de recyclage des valeurs non affectées ou mal acquises. Et ce fonds mondial de recyclage pourrait réinjecter cet argent sans de la vie sociale, y compris vers les cellules qui en ont plus besoin et qui sont en train de mourir socialement et économiquement, faute d'en recevoir, et pourrait permettre enfin, par exemple, le décollage de l'Afrique, dont on dit qu'elle est mal partie depuis des décennies et qui est toujours aussi mal partie, parce qu'il n'y a pas ce minimum d'arrivée de fluide vital qui pourrait permettre l'amorçage de son économie. Et c'est d'autant plus important que cette absence de projet mondial crée des situations et des tensions qui finissent par aboutir à des choses comme ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, parce que dans ce contexte-là, il est extrêmement facile de manipuler sur des critères éthiques, religieux ou autres, des gens paumés et sans repère et de leur faire commettre n'importe quoi. Et puis, non content de détruire le stock ou de diluer ce qu'on n'a pas réussi à détruire, eh ben, il faut évidemment créer les conditions de sa non-reconstitution. Et là encore, on peut penser à des recettes relativement simples. D'abord, supprimer les billets de banque. Ils ne représentent plus que 3% de nos échanges. Et ils sont le support de tous ces flux parasites qu'on veut masquer ou dissimuler. Je vous rappelle que 1 million d'euros, ça pèse 2 kilos et ça tient dans une mallette en billets de 500 euros, mais ça pèse 4 tonnes et il faut une camionnette en pièces de 2 euros. Et cette idée très simple, émise par le Centre des jeunes dirigeants, qui n'est pas un repère de gauchistes, pour lutter contre les dessous de table dans les marchés publics, si nous réfléchissons, même si effectivement ce sera un peu plus difficile d'aller faire nos courses au marché, voire de faire réparer notre voiture chez un garagiste complaisant, on serait tous évidemment et énormément gagnants
à supprimer les billets de banque. Une autre solution relativement simple, c'est la création d'un taux de rémunération excessif, symétrique au taux de l'usure pour l'épargne. Les hedge funds qui appâtent le chaland avec des taux de rémunération autoproclamés complètement délirants, ça pourrait peut-être un peu les calmer. On pourrait aussi créer une agence du produit dérivé exactement calquée sur l'agence du médicament. Je rappelle qu'en 2005-2006, on a trouvé des emails entre banquiers américains qui s'interrogeaient les uns les autres, combien as-tu placé de prêts neutrons ce mois-ci? Les prêts neutrons, c'était les prêts qui détruisaient les hommes en sauvegardant les maisons, et c'est ce qui a débouché sur la crise des subprimes. Donc une agence du produit dérivé qui interviendrait préalablement avant sa mise à marché, ce serait à mon avis pas du luxe. Et enfin, la durée minimale de détention d'un actif avant sa revente. On a essayé en 2012 d'instaurer en France une demi-seconde pour freiner le rythme du trading haute fréquence, et les décrets d'application ont complètement anéanti cette disposition, si bien qu'aujourd'hui on peut toujours acheter un actif pour une microseconde et surtout en acheter 100 et en annuler 98 pour tromper les ordinateurs contre lesquels on combat. Mais si on mettait tout ça en place, on pourrait arriver à un fonctionnement économique qui aurait cet aspect-là, a priori plus efficace, avec pratiquement plus de rouge nulle part, avec des taux de fiscalisation, des épaisseurs de prélèvements fiscaux nettement plus faibles que dans les schémas précédents, sauf entre les créations de valeur de l'économie virtuelle et l'économie et les États-nations, mais ça, c'est simplement les prendre en mots. Messieurs, vous prétendez créer de la valeur, que ne payez-vous pas la taxe sur ces valeurs que vous créez ou prétendez créer? Et puis l'économie numérique, qui mériterait à elle seule la création d'un État numérique, apte à prélever sa dîme sur ces créations de valeur et qui serait mutualisée à travers ce fonds mondial de recyclage des valeurs non affectées ou mal acquises. Sachant que retenir des masses extrêmement importantes d'argent sans de la vie sociale non affectée, c'est pas un crime contre l'humanité, mais c'est quand même pas loin d'un délit. Et donc, les opérations qui permettraient de fluidifier cette circulation et de donner utilité aux stocks dormants et dangereux seraient pas inutiles. Alors, plutôt que de recycler ça vers les individus, parce que vers 7 milliards, ça ferait quand même beaucoup, ce serait quand même intéressant de le faire vers les collectivités locales, qui sont, à mon avis, la bonne échelle pour valoriser et répartir cette manne, puisque c'est bien de ça qu'il s'agirait. En gros, si on regarde aujourd'hui la masse de produits dérivés non affectés, on aurait de quoi servir un SMIG, enfin non, 1000 euros par mois à tous les habitants de la planète, enfants compris, pendant au moins 16 ans. Donc le temps quand même de voir venir. Voilà, et pour terminer, donc, in memoriam Bernard Maris, une dernière citation de lui. Mais la vie est-elle une quantité, comme voudraient nous le faire croire les économistes? Qu'est-ce que la vie? Une longueur ou une intensité? Et si la vie ne se mesurait que par elle-même? Je vous remercie de votre attention.